ma soutenance, donc, je vais vous présenter 2 cas de coaching thérapeutique. Et donc, on commence par une petite présentation des étapes clés, des déroulements, du déroulement de mes séances. Comment je les passe normalement. Les étapes que je vais vous présenter là tout de suite vont s'appliquer sur les 2 cas. D'accord? Alors, premièrement, je fais un établissement d'une relation de confiance entre le client et moi. Après une évaluation initiale, une identification des déclencheurs, puis on passe à une autre phase pour essayer de comprendre les croyances limitantes chez le coaché ou le client. Exploration et prise de conscience chez le coaché. Je définis les objectifs avec lui également. C'est un travail qui se fait mutuellement. C'est-à-dire, je lui pose la question pour savoir si lui-même il a envie qu'on travaille sur des objectifs bien définis. Et puis par la suite, je peux compléter la liste de ces objectifs. Alors, on fait également un suivi et évaluation. Puis on passe à une résolution des obstacles. Donc, on essaie de lister un peu tous les obstacles qui ont rencontré la personne et puis on essaie de les résoudre. Bien sûr, c'est un travail en collaboration avec le client. Et puis, la dernière phase, c'est celle de la clôture et la consolidation. Alors, le premier cas que je vais vous présenter, il s'agit de la glossophobie. C'est l'anxiété liée à la prise de parole en public. Alors, mon client, il est de sexe masculin, âgé de 39 ans. Son énéatype, c'est le médiateur, c'est le type 9. D'ailleurs, je n'ai réalisé ça qu'après avoir étudié l'énéagramme. Avant, j'avais pas vraiment d'idée. Et donc, je me suis dit, pourquoi ne pas rajouter cette information au niveau de la présentation. Donc, c'est quelqu'un c'est un Marocain. Alors, pour l'évaluation initiale, on a analysé la sévérité de la glossophobie pour savoir à quel niveau il est situé. Est-ce que c'est une glossophobie qui est assez light? Est-ce que c'est assez, on va dire, aigu? Alors, j'ai fait également une analyse de la peur et des obstacles que rencontre mon client. J'ai évalué aussi l'impact de la glossophobie sur la vie personnelle et professionnelle. Alors, j'ai commencé par identifier les symptômes. Parmi les symptômes que j'ai identifiés, c'est l'anxiété et la nervosité. Par exemple, le tremblement, de la sueur, quelques palpitations, on va dire, c'est-à-dire le rythme cardiaque était assez élevé chez cette personne. Le blocage mental, donc il était incapable de se rappeler ce qu'il voulait dire. Il avait des blocages et puis il n'arrivait pas, on va dire, à maintenir le fil de son discours ou à compléter ses phrases. Il y avait également une certaine baisse de la confiance en soi. Il se sentait incompétent, il se sentait mal à l'aise face à des situations, on va dire, nouvelles. Et puis, il n'arrivait pas à faire face à certaines situations, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Ça impactait également sa vie personnelle. Alors, parmi les symptômes, c'était la stagnation professionnelle. C'est vrai que c'est quelqu'un qui est âgé de 39 ans, il a assez d'expérience professionnelle, il a travaillé dans plusieurs multinationales, dans différents secteurs d'activité. C'est quelqu'un qui a accumulé plusieurs années d'expérience, mais le poste, il n'a jamais changé que dernièrement. Et sa dernière expérience, elle date de 11 ans. Il a occupé au sein de la même boîte le même poste pendant 11 ans, sachant qu'il a déjà de l'expérience auparavant. Il n'a réussi à, on va dire, il est passé à un autre poste que dernièrement. Donc, c'est-à-dire que c'est son rythme, il est assez, on va dire, assez lent pour une personne qui a plusieurs années d'expérience. Son impact, parmi les symptômes également, il y a l'impact sur la qualité de vie.
c'est-à-dire l'incapacité à partager ses idées, à s'exprimer, à poser des limites, à donner une opinion ou un avis. Donc ça l'impactait énormément. Et également parmi les symptômes, il y avait ce cycle de pensée négative qui n'arrêtait pas de se répéter. Donc il avait souvent, pour ne pas dire toujours, des pensées négatives qui n'arrêtaient pas de se répéter, avec de l'autocritique, des doutes. Donc après, on passe à l'identification des déclencheurs. Donc j'ai voulu un petit peu creuser davantage avec la personne pour essayer de comprendre d'où viennent ces croyances limitantes, est-ce qu'il y a des traumatismes par le passé, ainsi de suite. Donc pour les croyances limitantes, j'ai détecté la peur du jugement des autres, la peur de l'échec, le sentiment de ne pas être à la hauteur. Pour les expériences passées, j'ai détecté une mauvaise expérience de prise de parole en public et des souvenirs de moments embarrassants. Pour la pression professionnelle, parce qu'il subissait aussi une pression professionnelle, donc il y avait des attentes élevées au travail, surtout qui venaient d'occuper un poste de responsabilité. Il est passé de chef de département à un poste de directeur, donc il avait beaucoup de travail sur ses épaules et il avait besoin de performances exceptionnelles. C'est-à-dire qu'il devait absolument faire par exemple des formations continues pour qu'il puisse être, on va dire, adéquat, pour que ses compétences professionnelles puissent être adéquates avec les caractéristiques du poste, avec les besoins du poste. Alors, pour les critiques anticipées, il se faisait tout le temps, c'est-à-dire il avait cette impression que les autres vont parler mal de lui, qu'il allait faire des commentaires négatifs par rapport à ce qu'il allait présenter lors d'une réunion. Il avait peur de ne pas répondre à leurs attentes. Pour les symptômes physiques, donc, comme j'ai cité tout à l'heure, il y avait des sueurs excessives, tremblements de la voix, la bouche sèche, des palpitations. Et concernant les émotions intenses, nous avons détecté une certaine nervosité, peur, panique et stress continu bien avant le début de la formation, ou plutôt le début de la réunion. Alors, j'ai essayé de comprendre un petit peu les origines possibles des croyances limitantes qu'il avait. J'en ai cité 4, mais il y en a d'autres. Alors les 4 essentiels à mes yeux, je les ai cités. Donc on va commencer par l'éducation et l'environnement familial. Il avait des parents exigeants, des parents perfectionnistes, ils ne se contentaient pas de peu. Il avait des parents qui créaient des normes de réussite et de perfectionnement ou de perfection inatteignables, c'est-à-dire tout le temps ils lui fixaient des objectifs inatteignables et pour eux l'échec ne faisait pas partie de leur dictionnaire ou vocabulaire, on va dire. Alors il y a aussi l'autocritique excessive, donc il s'autocritiquait pratiquement tout le temps, avant les réunions et après les réunions. Il avait une mauvaise gestion de l'échec suite à son environnement et il n'arrêtait pas de se comparer à ses collègues. Il n'arrêtait pas de comparer leur niveau de langue, la manière avec laquelle ils tenaient les réunions, ils présentaient des sujets et donc à chaque fois il avait cette pression de vouloir être meilleur que les autres. Donc il avait également une influence sociale, justement il se comparait tout le temps aux autres. Et ça a créé chez lui une faible estime de soi et un sentiment d'infériorité comparé aux autres. Alors, en passant à l'étape exploration et prise de conscience, que j'ai travaillé avec mon client. Donc j'ai essayé d'identifier des modèles à travers des croyances limitantes. Donc le client, il a pu repérer les pensées automatiques
négatives qui surgissaient dans certaines situations. Pour la prise de conscience, il a commencé à prendre conscience de ses propres réactions, de la manière dont il perçoit la situation et qu'elle pouvait être totalement incorrecte. C'est pas parce que c'est une idée qui lui a traversé la tête que c'est forcément la bonne ou bien elle est juste. Cette étape est un moment puissant où le patient ou le client il réalise des éléments inconscients. Parce que lui, il faisait ça inconsciemment. Et donc, à travers le questionnement, à travers la prise de conscience, il a commencé comme faire on va dire un pas en arrière pour regarder d'un autre angle, si on peut appeler ça comme ça. Alors, pour la réflexion et discussion, suite aux découvertes et à la prise de conscience du client, j'ai pu aider en mettant la lumière sur les perspectives et les interprétations qu'il avait, tout en l'encourageant à explorer plus en profondeur ses pensées et ses émotions, pour comprendre d'où vient cette émotion, pourquoi est-ce que je suis en train de penser de cette manière, et puis creuser un petit peu plus pour essayer de comprendre le pourquoi de la chose. Automatiquement, si on ne se pose pas de questions, on ne saura jamais d'où vient la problématique. Alors, nous sommes passés par la suite à la définition d'objectifs mesurables, atteignables et l'élaboration d'un plan d'action thérapeutique. Alors, ces actions, en fait, c'était ma proposition, les objectifs, c'était ma proposition. Par contre, c'était avec l'accord du client. Je n'essayais pas de le forcer à pratiquer un exercice ou une thérapie, tant que lui, il n'est pas vraiment chaud pour le faire, il n'est pas vraiment partant. Donc, je lui posais la question, est-ce que ça vous va? Est-ce que vous pensez que vous pouvez faire cela? Est-ce que vous pouvez faire un effort? Et donc, en fonction de ses réponses, on confirmait l'objectif, ou plutôt la définition de l'objectif. Alors, le premier objectif, c'était celui de réduire l'anxiété et les attaques de panique avant chaque réunion. Pour cela, je l'ai invité à pratiquer un exercice de respiration profonde pour calmer ses nerfs et pour se détendre avant que la formation ou la réunion ne commence. Alors, le deuxième objectif, c'est arriver à une meilleure gestion de stress. Donc, également pour ce point ou bien pour cet objectif, je lui ai proposé de faire un exercice ou bien une activité physique pour libérer des endorphines, qui sont des hormones du bien-être, pour qu'il puisse se sentir bien, à l'aise, et puis il va bien sûr commencer sa journée différemment. Apprendre la relaxation aussi, ça faisait partie des objectifs qu'on avait fixés ensemble. Les techniques de relaxation telles que la méditation, le yoga, la relaxation musculaire progressive pour cultiver un état d'âme, on va dire, plus calme. Également parmi les objectifs, c'est la restructuration cognitive. Donc nous avons commencé à identifier et remplacer les idées négatives par des idées positives et réalistes surtout, et constructives, pour développer un dialogue interne qui est, ou plutôt intérieur, qui est bienveillant. Aussi, je lui ai proposé de pratiquer de la visualisation positive, qu'il s'imagine en train de parler en public avec succès, beaucoup de confiance et dans un état d'âme qui est très calme. Donc, une fois que cet exercice est réalisé, la personne elle est plus calme, elle a plus confiance en elle et elle s'imagine déjà dans une situation de confort. La panique, elle commence à disparaître ou à baisser. Également, je lui ai proposé de renforcer sa confiance en lui en célébrant les succès professionnels passés, peu importe la taille, c'est-à-dire peu importe la taille de ses succès, petit soit-il ou grand, le plus important c'est de se rappeler des moments de réussite et d'accomplissement de projets, non seulement sur le plan professionnel, mais même en revenant un petit peu plus en arrière lors de son parcours académique par exemple.
les exposés qu'il a réalisés, les projets sur lesquels il avait travaillé avec ses collègues, ses camarades de classe plutôt, ainsi de suite. Alors aussi, je l'ai invité à s'entraîner à la tolérance de l'erreur, pour lui expliquer que l'erreur est humaine et qu'aujourd'hui, on doit se donner l'autorisation de faire des erreurs. Que les erreurs, c'est quelque chose qui est très important dans la vie parce qu'on ne peut pas apprendre si on ne tombe pas, si on n'échoue pas. On ne va jamais apprendre. Et donc, j'ai essayé de changer un petit peu la manière avec laquelle il est en train de voir la chose et je l'ai poussé à ce qu'il voit les erreurs comme des opportunités d'apprentissage, à ce qu'il réfléchisse à ce qu'il va pouvoir retirer de chaque erreur pour qu'il puisse arriver à une amélioration durable. Alors aussi, le dernier objectif que nous avons noté, sur lequel nous avons travaillé, c'est une exposition graduelle. Donc j'ai essayé d'exposer progressivement le client à des situations de prise de parole en public, en commençant par des situations moins stressantes et en progressant vers des défis plus importants. Je l'ai également invité à faire des enregistrements sur téléphone et pour qu'il puisse les regarder par la suite, voir quels sont ses axes d'amélioration, quels sont ses points faibles, sur quoi il doit travailler exactement. Donc voilà en gros on va dire les objectifs, les principaux objectifs sur lesquels nous avons travaillé. Alors après vient l'étape du suivi et de l'évaluation. Donc nous avons programmé donc, des séances régulières, généralement à des intervalles convenus à l'avance, pour discuter des progrès et des défis. Ces séances de suivi étaient une vraie occasion d'évaluer les résultats par rapport aux objectifs fixés au préalable. Nous avons également évalué les progrès réalisés. Donc le client, il a commencé à partager ses réussites, ses défis, ses observations, pendant que je posais des questions pour clarifier les expériences. Également, parmi les évaluations, bien le suivi, c'était de fournir une rétroaction constructive et des encouragements pour renforcer les progrès du client et l'aider à identifier les domaines ou les axes d'amélioration sur lesquels il doit travailler encore plus. Et donc nous avons remarqué une certaine amélioration, c'était une amélioration remarquable au fil des séances. Alors, résolution des obstacles. Pour ce qui est de résolution des obstacles, j'ai aidé le client à surmonter ces obstacles et ces défis qui se présentaient au cours de route. Je l'ai guidé également tout au long de ce processus, tout en l'accompagnant vers le succès qu'il voulait. Également, je l'ai encouragé à ne pas abandonner en cas de revers, tout en lui fournissant un soutien émotionnel, parce qu'il avait besoin d'être rassuré à chaque fois, et il ne faut pas oublier que son énéatype, c'est le 9. Donc, même si, par miracle, il arrive à dire « voilà ce que je dois faire, là, voilà la décision que je vais prendre », il a du mal à passer à l'action. Donc, il fallait toujours quelqu'un pour le pousser. Alors, pour la clôture et la consolidation, une fois que les objectifs du coaching thérapeutique sont atteints, donc il faut passer à une revue des objectifs initiaux de coaching et évaluer les progrès obtenus en examinant les défis surmontés et les différentes réalisations. J'ai travaillé également pour consolider les acquis du client et maintenir les changements positifs à long terme, bien sûr. Je lui ai proposé de développer des compétences d'auto-coaching. Comme ça, il va pouvoir se soutenir dans l'application des techniques apprises. C'est-à-dire, même si les séances aujourd'hui arrivent à leur fin, ça ne doit pas s'arrêter là. Il doit faire de l'auto-coaching lui-même. Alors, comme conclusion pour ce cas, donc le coaching thérapeutique pour la glossophobie a donné à mon client
les compétences et la confiance nécessaires pour s'exprimer en public avec une certaine aisance, parce que c'est, on va dire, ce sont des étapes par lesquelles il va devoir passer, donc petit à petit. Pour lui, c'était un voyage vers l'épanouissement personnel. Voilà, donc nous espérons que cette présentation vous a donné un aperçu des avantages et des possibilités offertes par le coaching thérapeutique dans le domaine de la prise de parole en public. Au deuxième cas, le deuxième cas, c'est un sujet autour de la dépendance affective. Comment surmonter les conséquences d'une séparation. Ma cliente, elle est âgée de 33 ans. Son énéatype artiste, comme par hasard. Elle habite en France. Alors, pour l'évaluation initiale, nous avons commencé avec un entretien approfondi pour recueillir les informations de son histoire ou son historique personnel, ses relations et ses expériences passées. J'ai utilisé du questionnement pour évaluer la sévérité de la dépendance affective, pour un petit peu pouvoir mesurer à quel niveau sa dépendance affective et est-ce qu'elle est élevée, est-ce qu'elle est moins élevée, ainsi de suite. Alors, parmi les symptômes identifiés, c'était la peur de l'abandon. Elle a souvent une peur intense d'être abandonnée ou rejetée. Elle avait une humeur changeante en fonction de sa relation. Ses émotions et son estime peuvent fluctuer en fonction de la relation. Elle se sent bien quand elle est aimée, elle se sent mal quand ça ne va pas bien. Alors elle avait également des difficultés à établir des limites. Elle a souvent du mal à établir des limites saines. Elle peut accepter des comportements inacceptables ou tolérer des traitements abusifs. Elle a une certaine tendance à s'effacer. Elle a tendance à s'effacer pour plaire aux autres. Elle a du mal à exprimer ses propres besoins par crainte de contrarier les autres. Parmi les symptômes, elle avait des comportements obsessionnels. Elle peut devenir obsédée par la relation en pensant constamment à la personne et en cherchant fréquemment contact avec elle. Alors, pour les déclencheurs, il y avait l'obsession pour le mariage. Elle est excessivement concentrée sur le mariage et les enfants et néglige les autres aspects de sa vie. Elle a des difficultés à rester seule, elle a du mal à être seule, elle cherche de la compagnie d'autrui pour combler ce vide. Elle a un besoin d'attention constant, elle exige une attention constante de la part de son partenaire pour se sentir en sécurité. Également, parmi les éléments déclencheurs, c'est son anxiété excessive dans les relations. Elle est constamment anxieuse à propos de ses relations. Elle anticipe des problèmes ou des conflits à chaque fois. Également, l'autosacrifice faisait partie des déclencheurs. Elle a tendance à négliger ses propres besoins et à se sacrifier pour satisfaire les besoins et les désirs des autres. Non seulement son partenaire, mais tout son entourage. Et sans oublier les modèles parentaux. La relation dysfonctionnelle de ses parents a pu influencer sa dépendance affective encore plus. Alors, pour essayer de comprendre les origines possibles des croyances limitantes, on est passé par un certain nombre de questions. Ce qui en sort, c'est qu'elle a une faible estime de soi. Donc, elle dit toujours « je ne suis pas digne d'amour et je ne peux pas être heureuse seule. Il me faut absolument quelqu'un dans ma vie pour lui donner ce sentiment de sécurité, puisqu'elle est tout le temps dans le sentiment d'insécurité. » Alors, il y a également les normes culturelles et sociales. Également, elle se compare aux autres, à ses cousines, ses amis. Elle me dit tout le monde s'est marié, tout le monde a des enfants, moi j'ai 33 ans, je n'ai pas encore trouvé l'homme de ma vie, ainsi de suite. Elle a une expérience passée de rejet, donc, ce qui aggrave un peu la situation.
et elle a une incapacité à surmonter les échecs passés. Elle dit toujours « je ne mérite pas l'amour » et « toutes mes relations échouent de toute façon ». Et on a constaté également qu'elle est dans un schéma répétitif, c'est-à-dire à chaque fois, et peut-être pas de la même intensité, mais à chaque fois elle est la victime de la relation. À chaque fois elle rencontre plus ou moins le même type, le même profil. Alors, prise de conscience des conséquences. Nous avons discuté des conséquences négatives de la dépendance affective sur ses relations, sa santé mentale et son bien-être général. Ça faisait partie des éléments sur lesquels je me suis appuyée pour qu'elle puisse un petit peu se rendre compte de la gravité de la chose. Alors, au fait, elle est, on va dire, consciente de la chose. D'ailleurs, c'est elle qui a pris la décision de rompre avec son partenaire. Mais elle a des difficultés à se détacher des souvenirs de lui, de leurs discussions, leurs photos, ainsi de suite. Donc à chaque fois, même si elle est seule, elle ne peut pas s'occuper pour faire autre chose, pour essayer d'oublier. À chaque fois, elle a les yeux dans son téléphone en train de relire les discussions passées, en train de revoir les photos, se souvenir de pas mal de choses. Donc elle n'arrive pas à se détacher complètement. Donc, je lui ai conseillé de faire des exercices d'autoréflexion. Donc, je l'ai encouragé à pratiquer des exercices d'autoréflexion tels que la tenue d'un journal pour pouvoir explorer ses pensées et ses émotions en profondeur. Plus on écrit, plus on s'exprime, et plus c'est ancré et plus on est conscient de la situation et de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit éviter. Alors, pour l'exploration des expériences passées, donc je l'ai encouragée à faire ça, en particulier celles liées aux relations, à l'enfance et à la famille. Donc, les schémas de dépendance affective peuvent souvent être enracinés dans ces expériences passées. Donc, elle avait du mal à se détacher de ces expériences. C'était vraiment enraciné dans sa mémoire. Alors, pour ce qui est des objectifs, on a essayé de pratiquer un peu la pleine conscience. Donc, elle s'est engagée à pratiquer la pleine conscience pendant au moins 10 minutes par jour. Elle notait à chaque fois son utilisation dans un journal, c'est-à-dire l'utilisation de cette action, elle l'a notée à chaque fois. Alors, parmi les objectifs aussi, il y a la réduction des comportements d'auto-sacrifice. La cliente, elle a tenu un journal des moments où elle a respecté ses besoins personnels et où elle a réduit progressivement les comportements d'auto-sacrifice au cours des séances et entre les séances. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une action d'auto-sacrifice, elle se rend compte qu'elle ne doit pas la faire et elle la note pour se rappeler qu'elle a fait un effort et qu'elle était sur le point de faire une action d'autosacrifice et que maintenant, non, je ne vais pas le faire. Donc, elle a essayé de se contrôler. Il y a également l'amélioration de l'estime de soi. Donc, je lui ai proposé un inventaire d'estime de soi que j'ai cherché sur Internet, ou bien sûr, on peut utiliser un autre outil similaire. Donc, à la fin de pourquoi? Pour qu'à la fin de la thérapie, on puisse évaluer l'évolution de son estime de soi. Également, comme objectif, c'était l'établissement des limites personnelles, d'écrire et mettre en pratique des stratégies pour établir des limites dans au moins 3 de ses relations personnelles, dans un délai d'1 mois. C'est-à-dire non seulement sa relation avec son partenaire, mais également peut-être sa relation avec sa maman, avec ses collègues, ainsi de suite. Alors, parmi les objectifs, c'est la gestion de l'anxiété. La cliente suivra un journal, ou plutôt elle a suivi un journal d'anxiété et elle a signalé les épisodes d'anxiété associés aux relations. Et l'objectif était de réduire à 50% la fréquence des paniques
panique, ou là des crises, ou là des épisodes d'anxiété au cours des trois prochains mois. Alors aussi, nous avons noté comme objectif la gestion de la solitude. Elle devait apprendre à être seule, à vivre seule, à faire des activités seule, à ne pas dépendre des autres H24. Et donc, elle s'est engagée à passer au moins une journée par semaine, seule, sans ressentir d'anxiété. C'est vrai qu'au début, elle la ressentait, mais au fil des séances, elle arrivait à diminuer ou à baisser son anxiété. Et puis, comme dernier objectif, c'est l'établissement de relations saines. Donc, je l'ai encouragée à essayer à rencontrer des personnes, on va dire, plus saines, à s'éloigner, on va dire, du profil qu'elle avait tendance à choisir ou là, à capter, à attirer à chaque fois. Et donc, nous avons identifié 3 critères pour des relations saines qu'on a essayé de trouver ces prochaines relations personnelles ou bien professionnelles et qu'elle devait noter ces critères. Noter si ces critères sont respectés dans ses relations actuelles. D'accord? C'est-à-dire, à chaque fois qu'elle a une nouvelle relation, peu importe la nature de cette relation, elle doit noter, lister ou dire est-ce que ça fait partie des critères respectés ou pas? Est-ce que je dois avancer dans la relation ou arrêter et m'éloigner? Alors, pour le suivi et l'évaluation, nous avons fait une évaluation des progrès par rapport à ces objectifs thérapeutiques. Donc les objectifs peuvent inclure la réduction de la dépendance affective, le renforcement de l'estime de soi et la capacité à établir des limites saines. Également évaluer son autonomie, parce qu'elle était tout le temps dépendante des autres. Donc le degré d'autonomie de ma cliente dans la gestion de ses émotions et de ses relations doit être évalué pour inclure la capacité à être seule et sans anxiété ressentie, sans anxiété excessive ressentie. Pour l'étape, on va dire, finale du suivi et de l'évaluation, après chaque rupture vécue, pendant la rupture qu'elle avait vécue pendant le moment où elle faisait la thérapie avec moi, on devait évaluer la capacité de récupération de ses émotions et ne pas se précipiter dans une nouvelle relation. Et bien sûr, c'était un élément qu'on a pu surveiller toutes les deux. Je l'ai aidée bien sûr pour elle devait éviter à tout prix de rentrer dans une nouvelle relation tant qu'elle n'avait pas encore elle n'est pas arrivée à ce stade où la guérison était complète. Et donc également on a remarqué une, on va dire, évolution remarquable dans tout ce qui est progrès, effort, prise de conscience, un peu de lâcher prise, gestion de stress, anxiété, ainsi de suite. Alors, pour la résolution des obstacles, donc pour surmonter la peur de la solitude et la dépendance émotionnelle chez ma cliente, j'ai opté pour l'encouragement à s'exposer graduellement à des périodes de solitude et à des situations où elle doit apprendre à être plus autonome. C'est exactement le même exercice que j'avais travaillé avec l'autre personne. Également, le développement de compétences. J'ai pu guider ma cliente dans le développement de ses compétences essentielles pour établir et maintenir des relations saines, telles que la communication efficace, la gestion des émotions, la fixation de limites et la prise de décision autonome. Alors, pour ce qui est de la clôture et la consolidation, encore une fois que les objectifs du coaching thérapeutique sont atteints, il fallait faire une réflexion sur l'ensemble des objectifs, une discussion des objectifs fixés au début de la thérapie pour être sûr qu'ils ont été atteints ou ajustés en cours de route. Également une discussion
discussion que nous avons eue sur les compétences acquises. Nous avons examiné les compétences acquises pour faire face à l'ADA, la dépendance affective. La cliente pouvait partager comment elle a utilisé ces compétences dans sa vie quotidienne. Et puis, pour clore, une exploration des défis restants. Il était important d'identifier les défis persistants ou les domaines où la cliente pourrait avoir besoin de travailler davantage pour maintenir les progrès. Voilà, alors comme conclusion pour ce cas, le voyage que nous avons entrepris ma cliente et moi pour surmonter la dépendance affective a été profondément significatif, pour nous deux d'ailleurs. Au cours de ce processus de coaching thérapeutique, donc, nous avons exploré les racines profondes de la dépendance affective. Nous avons identifié les déclencheurs et les schémas de comportement. Nous avons développé des compétences essentielles pour établir des relations saines et équilibrées. Ma cliente a fait preuve d'une remarquable résilience, de courage et d'un engagement envers son propre bien-être. Au fil des séances, elle a gagné en confiance en soi, a appris à établir des limites saines et à progresser vers une plus grande autonomie émotionnelle surtout. Et voilà, donc c'était tout pour les deux cas. Passons au plus important, qui est la partie remerciement. Donc j'ai consacré du temps pour écrire ce petit paragraphe qui n'est rien face à tout ce que nous avons appris durant cette année. Alors, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame et Docteur Rachida Bouguet pour la formation significative que j'ai reçue. Votre expertise, votre dévouement et votre partage de connaissances a été inestimable dans mon parcours d'apprentissage, que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. Alors, la formation m'a non seulement permis d'acquérir des compétences essentielles en coaching thérapeutique, mais elle a également élargi ma compréhension des aspects psychologiques que j'ignorais avant et émotionnels liés à la prise en charge des individus souffrant de diverses problématiques. Vos conseils, vos commentaires et votre soutien m'ont aidé à progresser et à me sentir mieux préparée pour accompagner ceux qui en ont besoin d'aide. Donc je suis honorée d'avoir eu cette opportunité de formation avec vous, avec ce groupe. Je suis donc déterminée aujourd'hui à mettre en pratique ce que j'ai appris pour apporter un impact positif dans le domaine du coaching thérapeutique et pourquoi pas la société. Et voilà, donc je vous remercie encore une fois pour votre contribution précieuse à mon cheminement professionnel. Merci.